Dans quelques années, les personnes qui auront appris à maîtriser leur énergie seront les seules à vivre dans la lucidité, dans la créativité, dans la paix intérieure. Ce ne sera pas forcément les personnes les plus productives ni les plus visibles, mais ce sera les personnes les plus stables et les plus ancrées. Dans un monde où tout s'accélère entre notifications, injonctions sociales et intelligence artificielle omniprésente, gérer son énergie, ce sera plus un luxe, mais ça sera une nécessité. Et pourtant, autour de moi, je vois trop de personnes qui se dispersent et qui s'éteignent à petit feu. Et c'est pas parce qu'elles sont faibles, c'est parce qu'elles sont déconnectées de leur véritable puissance. Dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre où va ton énergie, comment elle t'échappe sans que tu t'en rendes compte, et je vais t'aider à comprendre comment la préserver. Ces dernières années, on a beaucoup parlé d'intelligence émotionnelle. Mais avant même les émotions, il y a une intelligence encore plus fine et subtile, l'intelligence énergétique. L'énergie, c'est pas un simple mot à la mode. C'est une réalité physique, biologique et spirituelle. L'énergie ne se crée pas. Elle ne disparaît pas, elle se transforme. C'est un des fondements de la physique. La source, elle est là, elle est abondante et disponible partout autour de nous. Entre nos mains, elle peut devenir une impulsion puissante ou alors elle peut nous fuir silencieusement. L'énergie, c'est la force vitale qui précède le mouvement, qui précède la pensée et qui précède l'émotion. Elle circule en nous en chaque instant, comme un fleuve. Et elle peut être canalisée et irriguer quelque chose de futile, ou alors elle peut se perdre en empêchant toute évolution. Ce qui fait la différence, c'est pas la quantité d'énergie qu'on possède, mais c'est plutôt la manière de la gérer. Ton attention, c'est comme un faisceau. L'endroit où tu la poses, ça devient l'endroit où ton énergie se déverse. Si tu es partout à la fois, si tu penses à 1000 choses, si tu dis oui à tout, ton énergie, elle s'éparpille à un point tel que rien ne peut se développer ni prospérer. Et on comprend aujourd'hui que l'attention, c'est une ressource aussi précieuse que l'or. Les entreprises, elles se battent pour capter notre attention. Les algorithmes, ils sont développés de manière de plus en plus fine pour justement faire en sorte qu'on garde notre attention concentrée le plus longtemps sur les plateformes. Et malgré tout ça, c'est le dernier territoire qu'on va protéger. Maîtriser notre énergie, c'est d'abord reprendre le contrôle de notre attention. C'est choisir ce à quoi on donne notre souffle vital, ce à quoi on dit oui et ce à quoi on choisit de rester présente. Pause. Avant d'entrer plus en profondeur sur le sujet, j'ai oublié quelque chose de très important. J'ai enregistré une méditation guidée pour t'aider à faire ce travail énergétique. Elle s'appelle Call Your Energy Back et je te l'ai glissée en description. Quand tu as quelques minutes, offre-toi ce moment pour justement rappeler ton énergie à toi. Aujourd'hui, parler d'énergie, c'est devenu tendance. Mais quand je regarde autour de moi, je vois surtout beaucoup d'agitation, des personnes fatiguées, mais qui continuent de forcer. Parce que leur énergie, elle va dans 1000 directions à la fois, sans intention et sans retour. Et si ton énergie n'avait jamais disparu, mais qu'elle était tout simplement mal dirigée? Déjà, il faut comprendre que le subconscient gouverne 90 à 95% de nos actions. D'après les neurosciences cognitives, 90 à 95% de nos décisions quotidiennes sont prises de façon automatique par le cerveau inconscient. Ça signifie que si tu n'observes pas là où va ton énergie, c'est pas toi qui la dirige, c'est tes schémas, c'est tes habitudes et c'est tes peurs. En physique, on dit que l'énergie suit l'attention. Et si tu es constamment préoccupée, anxieuse ou distraite, ton énergie, elle est absorbée par des réalités qui te desservent. Tu connais forcément quelqu'un qui a toujours un projet en cours. Elle court après un objectif professionnel. C'est une personne qui a une vie sentimentale à entretenir et en même temps elle a un corps à transformer à la salle de sport avant l'été. Et c'est une personne qui va proposer son aide à tout le monde sans même qu'on lui demande. Elle est partout, disponible pour tout, sauf pour elle-même. Et peut-être que cette personne, c'est toi. Ce qui use le plus, c'est pas ce qu'on fait, mais c'est comment on le fait. Faire 1000 choses à la fois sans alignement, ni direction intérieure, c'est épuisant. Et on pense souvent qu'on est fatigué. Mais la fatigue physique, c'est que la surface. Le vrai problème, c'est l'énergie qui fuit dans toutes les directions. Et le fait d'être dispersé dans tous les sens, c'est pas simplement le fait d'être occupé. C'est avoir l'esprit fragmenté. C'est passer d'un objectif à un autre sans priorité claire. C'est vouloir tout faire, tout prouver, tout contrôler pour ne pas faire face au vide. C'est aussi donner de l'énergie dans des dynamiques et dans des personnes qui ne le méritent tout simplement pas. Et ça, c'est par peur d'être rejeté ou par peur d'être mal vu ou d'être pas utile. On peut parler de fragmentation. C'est quand ton énergie, elle est plus centrée, mais éclatée à travers trop de rôles, trop de sollicitations et trop d'urgences. C'est ce qui se passe quand tu es tourné vers l'extérieur. À prouver, à contrôler, à faire plaisir, à être gentil, à être la fille bien, à être tout sauf toi-même. Sur le plan cognitif, à chaque fois que tu passes d'une tâche, d'un rôle ou d'une dynamique à une autre, ton cerveau, il dépense de l'énergie pour reconfigurer son attention. C'est ce qu'on appelle le switch cost. Et quand tu fais ça en continu, sans pause, tu finis par t'éteindre doucement. Et surtout, à force de t'occuper des autres, tu perds le lien avec ton espace intérieur. Et là, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire du sport, tu peux boire des tisanes, tu peux lire les livres de développement personnel. Ça suffira pas.
Ça suffira pas si tu continues à persister dans cette dispersion de ton énergie. En réalité, chaque geste, chaque parole, chaque attention a un coût énergétique. On parle beaucoup de vampires énergétiques, de pervers narcissiques, de manipulateurs, etc. Mais à force de pointer du doigt l'autre, on oublie une chose essentielle. L'énergie ne se vole pas. L'énergie s'échange. On connaît tous quelqu'un qui dit ouais, moi j'ai le cœur sur la main, je donne beaucoup, je suis généreuse. Et en fait, être une personne qui donne beaucoup, c'est pas toujours une qualité. Parfois, c'est un manque de conscience énergétique. Si tu es toujours celle qui aide, celle qui conseille, celle qui supporte, ou alors celle qui devance les besoins des autres, tu ne donnes pas, tu t'éparpilles. Et ça fait pas de toi une personne généreuse et superbe. Ça te fait de toi une personne qui ne comprend pas comment fonctionne l'énergie. On est tous des émetteurs, récepteurs. À chaque instant, on mène des échanges énergétiques. Et si tu te poses jamais la question de quelle est ton intention, ou si tu poses jamais des limites claires, c'est pas l'autre qui te vide. C'est toi qui n'as pas appris à canaliser ton énergie. Alors rappelle-toi ce principe fondamental. L'énergie ne se crée pas ni ne se détruit. Elle se transforme. Et la vraie question, elle va au-delà de à qui je donne trop. Ça devient plutôt, est-ce que ce que je donne est aligné? Est-ce que ce que je donne est conscient et soutenu par une force intérieure? Toujours dans cette dynamique de fuite de soi-même, le besoin de contrôle, c'est une manière très subtile et énergivore d'échapper à la responsabilité la plus essentielle, celle de notre présence. On se concentre sur les autres, on anticipe leurs besoins, leurs réponses, on place des attentes silencieuses sur les gens et on projette ce qu'on aimerait qu'ils soient. Et quand la réalité nous rattrape et qu'elle nous déçoit, on se frustre et surtout on se ferme. En vérité, on ne veut pas que les gens soient eux-mêmes. On veut qu'ils rentrent dans le scénario qu'on avait imaginé. Et ce réflexe de vouloir tout manipuler selon notre idéal et selon nos besoins, c'est une tentative de créer une sécurité intérieure. Mais cette sécurité, elle est illusoire parce que le monde, il se pliera jamais à notre scénario. Le vivant se contrôle pas. Le vivant, ça se ressent. Ça te traverse. Et plus tu veux contrôler ce qui t'échappe, plus tu gaspilles ton énergie en créant de la résistance. Ça crée en fait le contraire de ce que tu essayes de faire. Et après, tu deviens tendu, méfiant, voire autoritaire avec les autres et aussi avec toi-même. Et c'est souvent nourri par la peur de ce qu'on pourrait découvrir si on se pose avec soi-même. Alors on s'occupe du reste du monde. Paradoxalement, on peut aussi mobiliser énormément d'énergie pour maintenir un mensonge qu'on se raconte. Par exemple, tu sais que cette relation, elle n'est pas juste. Tu sais que tu te trahis à chaque fois que tu vois cette personne. Tu sais que ton travail te vide, tu sais que tu joues un rôle. Mais plutôt que de le regarder en face, tu te surinvestis, tu rationalises. Tu mobilises ton énergie non pas pour te libérer, mais pour maintenir une illusion de stabilité. Tu dépenses de l'énergie pour maintenir en vie quelque chose qui est déjà en train de mourir. Et donc il faut revenir à cette réalité simple. La seule chose sur laquelle tu as réellement du pouvoir, c'est ton énergie, c'est ta présence, c'est ta manière de répondre à ce qui est. Et cette présence, elle est précieuse. Elle ne mérite pas d'être gaspillée à tenter de manipuler l'extérieur. Ce dernier point, c'est un point qui me touche particulièrement parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pendant longtemps. Et c'est le fait de croire qu'il te manque quelque chose, que tu n'as pas ce qu'il faut. Et donc, à une certaine période, je regardais autour de moi et je voyais toutes ces personnes qui réussissaient dans leur vie, qui rayonnaient. Et j'avais l'impression qu'elles avaient quelque chose en plus. Quelque chose que moi, je n'avais pas. Que ça soit du talent, que ça soit du courage, voire du mérite. En tout cas, c'était quelque chose qui me paraissait inaccessible et hors de portée, extérieur à moi-même. Ce que je ne comprenais pas à cette période-là, c'est que j'avais une mauvaise lecture de mon énergie. Et surtout, c'était une perception qui était teintée d'une conscience. Et cette conscience, c'est la conscience du manque. Une croyance, c'est qu'une pensée qu'on a répétée encore et encore. C'est pas forcément une réalité. Ça peut être une programmation. Et moi, j'étais programmée pour voir ce qui me manquait plutôt que de voir ce que je possédais déjà. Et quand tu es dans cette posture-là, quand tu dis que toi, tu peux pas, que c'est simplement réservé aux autres, tu t'éloignes de la puissance qui est déjà là. Et tu refuses de le reconnaître parce que tu es trop occupé à regarder ce qui se passe chez les autres. L'énergie, ça se mérite pas. L'énergie, ça se canalise. C'est pas une ressource qu'on va venir t'accorder ou qu'on va venir te retirer. C'est une force qui est disponible, qui est fluide. C'est une force qui est toujours là. Et c'est ta capacité à la canaliser, à la rendre consciente, orientée et souveraine qui fait la différence. La seule chose que tu dois vraiment apprendre, c'est sortir de cette posture de mendiante énergétique. Tant que tu penses que c'est à l'extérieur que ça se passe, tu restes dépendant. Et tu te laisses convaincre qu'il te manque quelque chose alors que c'est juste que tu n'as pas appris à t'aligner. Maintenant que tu as appris ces mécanismes par lesquels tu peux perdre ton énergie, il est temps de réapprendre à l'habiter, à la concentrer et à la faire circuler avec justesse. Donc dans cette partie, je vais te donner quelques pistes concrètes pour ce faire. Dans un premier temps,
concentre-toi sur toi. Tu peux pas contrôler les autres, tu peux pas prédire ce qui va se passer, mais tu peux choisir là où tu mets ton énergie. Tu peux choisir là où tu mets ton attention aussi. Quand tu es constamment tourné vers l'extérieur, en espérant que les choses changent, en espérant que l'autre te comprenne, que le monde s'adapte à tes besoins, tu abandonnes ton pouvoir. Revenir à soi, c'est reprendre la souveraineté sur ton champ énergétique. C'est reconnaître que ce que tu ressens et ce que tu vis ne dépend pas uniquement de tes circonstances extérieures, mais de la manière dont tu y réponds. Ça peut être le chaos dans ta vie extérieure et pourtant tu peux maintenir un sens de sérénité. Tu peux être rejeté, ignoré par une personne ou par un groupe de personnes et pourtant tu peux choisir de te sentir aimé. Focus on yourself, ça veut dire observer où tu donnes ton énergie, observer à quoi tu penses, qui tu veux convaincre et choisir de ramener cette énergie à toi, à ce que toi tu veux vivre, à ce que toi tu choisis de nourrir. C'est ça le locus de contrôle interne. C'est cesser de dire j'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est pas de ma faute. Je donne beaucoup, mais on me rend rien. Je suis la personne qui donne, mais qui reçoit jamais rien en retour. C'est cesser de dire toutes ces choses-là et reconnaître que tu peux toujours ajuster ta réponse, ajuster ton investissement et ta posture. C'est une forme de maturité énergétique parce qu'en vérité, la seule personne que tu peux transformer, c'est toi. L'un des moyens les plus efficaces pour reprendre contact avec son énergie, c'est de revenir à son corps, de revenir à son souffle et à sa présence, notamment à travers des exercices de respiration. Alors, pourquoi la respiration? Parce qu'elle est automatique mais modulable. Il faut savoir qu'on respire en moyenne 20 000 fois par jour. Et pourtant, peu d'entre nous prennent conscience de ce souffle, alors qu'il est le seul processus autonome qu'on peut contrôler volontairement. C'est un intermédiaire direct entre le système nerveux autonome, celui qui gère le stress, la digestion, la vigilance, et notre volonté consciente. Alors, on va faire une pause et on va prendre une respiration lente et profonde ensemble. On inspire profondément et on envoie la respiration vers le ventre. Et on expire lentement. Ce qu'on vient de faire, ça active le système parasympathique. C'est le système du repos et de la régénération. Au contraire, une respiration qui va être courte et rapide, ça entretient les états de stress. C'est pour ça que les techniques simples comme la cohérence cardiaque, ça peut avoir des effets concrets sur l'anxiété, la clarté mentale et sur la fatigue. Ces techniques, elles sont rapides, elles sont gratuites et surtout, elles sont réalisables dans n'importe quel environnement. C'est-à-dire que tu es dans le métro, tu peux prendre le temps de faire ce checking avec toi-même. C'est un point d'entrée accessible, même pour les personnes qui se sentent en surménage ou alors pour celles qui ne se sentent pas encore prêtes à méditer. Une fois qu'on a repris ce contact avec nous-mêmes, ça devient plus facile de regarder honnêtement ce qui se passe à l'intérieur. On se rend compte que notre esprit rejoue des scènes du passé. Ça m'arrive encore aujourd'hui, des moments où j'écoute mes pensées et où je vois que je suis en train de m'embrouiller avec quelqu'un, je suis en train de régler mes comptes avec une personne à qui j'ai pas pu dire tout ce que je voulais. On peut aussi chercher des solutions à des problèmes qui sont pas du tout les nôtres. Ou alors on peut se projeter dans un futur hypothétique teinté d'inquiétude et d'anxiété. Et ça a rien d'anodin. Les neurosciences ont montré que 95% de notre activité mentale est inconsciente. Ça veut dire que ce qu'on pense par défaut, ça vient structurer nos comportements et donc l'usage et la direction que va prendre notre énergie. Et donc si ton attention elle est occupée à imaginer ce que pensent les autres, à résoudre des conflits intérieurs ou alors à anticiper des scénarios de rejet, ton énergie, elle est mobilisée ailleurs. Elle est loin de toi. Et c'est ici que ça intervient l'observation. Ça peut passer par la méditation ou par l'écriture, par exemple. Ça peut aussi passer par une balade dans le silence en pleine nature. Je tiens à préciser que observer, c'est pas juger. C'est simplement constater. C'est dire, ok, ça fait 20 minutes que je suis en train de tourner en rond sur ce sujet. Et tout ce que ça veut dire, c'est qu'une grande partie de mon énergie va dans cette direction-là. C'est aussi simple que ça. Et la méditation, c'est souvent perçu comme une pratique inaccessible, comme un idéal où on s'assoit en tailleur, sans bouger, où on pense à rien et où on fait le vide. Mais en réalité, la méditation, c'est tout autre chose. C'est l'acte de revenir à soi. C'est une pratique d'écoute et pas une pratique de contrôle. C'est un moment suspendu où on se permet de voir ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on évite. La méditation, ça permet vraiment de mettre en lumière tous ces schémas. Pas pour les faire disparaître immédiatement, mais plutôt pour reprendre de l'espace et choisir là où on veut placer son énergie. C'est un retour à la souveraineté. On devient témoin puis créatrice. Méditer, c'est aussi revenir dans le corps. C'est pas juste un exercice mental. La respiration, la posture, les sensations, c'est des points d'ancrage. Ça nous sort de la dispersion et ça nous ramène dans l'instant présent. Même quelques minutes par jour, ça suffit pour réduire l'activité du système nerveux sympathique, celui du stress, augmenter la clarté mentale et surtout nous permettre de recentraliser notre énergie. C'est un rendez-vous avec soi, c'est un lieu intérieur
où on peut se retrouver et on peut se recharger et se redéfinir. Et plus on le pratique, plus on développe cette capacité à sentir et à écouter ce qui nous coûte, ce qui nous nourrit et surtout ce qui est aligné. Maintenant, je vais aussi vous parler des rituels de reconnexion et les gestes qui nous permettent de recharger cette énergie. Dans les sociétés occidentales, les pratiques qui rechargent véritablement, elles sont souvent reléguées au second plan parce qu'elles sont perçues comme une perte de temps. Pourtant, dans de nombreuses cultures, encore aujourd'hui, elles font partie de la vie quotidienne. Avant l'ère industrielle, on ne séparait pas autant l'effort de la joie ou alors le travail du soin. Les moments de chant collectif, de danse ou de jeu entre adultes et enfants, c'était des rituels. Ça venait rythmer les saisons, les récoltes, ça venait rythmer les deuils, les naissances. Ça permettait d'harmoniser les énergies entre les groupes et surtout d'harmoniser son énergie en soi. Et donc ces pratiques, c'est des portes d'entrée vers le corps, vers l'instant présent. Le jeu, par exemple, c'est une ressource qu'on sous-estime. Et jouer, c'est s'ouvrir à l'imprévu. C'est sortir du mental analytique, sortir des rôles sociaux figés, pour entrer dans une dynamique d'exploration, une dynamique de plaisir et de présence. Avoir des hobbies et des activités qui n'ont pas forcément de but productif ou d'objectifs extérieurs, ça permet aussi de recharger son énergie. Et peut-être que toi, comme moi, tu as besoin, je sais pas, après ta pause déjeuner, de sortir te balader, flâner dans les rues. Ces moments anodins permettent de déjà souffler et de revenir à soi. C'est des choses simples, mais ça change tout. La nature aussi, c'est un terrain de régulation qui est subtil. Et revenir au vivant, c'est un besoin physiologique. La nature, ça régule notre système nerveux. Ça apaise notre mental et surtout, ça permet de nous remettre à notre juste place. Donc même quelques minutes dans un parc, respirer auprès d'un arbre, ça peut faire l'effet d'un reset. Et voilà, c'est pas pour rien que dans de nombreuses traditions, les moments de retraite, c'est des moments qu'on va passer en pleine nature, dans la forêt, au bord de l'eau, dans le désert. Parce que la nature, elle demande rien, elle nous juge pas et surtout, elle nous permet de retrouver vraiment cette place dans ce tout universel dont on fait partie. En dernier lieu, il y a aussi le fait de cultiver sa valeur et de poser des limites énergétiques. Ce que tu tolères, ça définit ce que tu crois mériter. Et ce que tu laisses entrer dans ta vie, ça révèle comment tu te traites toi-même aussi. Ta valeur, c'est toi qui la définis. Si c'est pas toi qui l'as défini, c'est les autres qui vont le faire. Ils vont le faire en fonction de leurs besoins. Si tu veux te recharger et réaligner ton énergie, il s'agit d'arrêter de se brader. Donc, tu peux cultiver une image de toi haute en fréquence, pas juste pour l'ego, mais plutôt pour guider tes choix et agir depuis cette valeur-là. Poser des limites énergétiques, c'est pas forcément le fait de parler, de t'expliquer. Parfois, c'est juste en toi que tu vas statuer, je ne suis plus disponible pour ce type de dynamique. Et c'est tenir cette parole. C'est aussi choisir avec soin ce qui te nourrit, les personnes dont tu t'entoures, la musique que tu écoutes, les contenus que tu consommes. En fait, tout ce que tu consommes, ça va devenir une partie de toi. Et la question, c'est pas de se dire waouh, je suis submergée, est-ce que c'est grave si j'écoute cette musique, est-ce que c'est grave si je regarde ça? C'est plutôt de se demander est-ce que c'est aligné et de garder vraiment cette conscience que tu es en contrôle de ton attention et de ton énergie. En conclusion, je dirais que ton énergie, elle est précieuse. C'est la matière première de tout ce que tu es et de tout ce que tu crées. Alors, pose-toi cette question. À quoi tu donnes ton énergie chaque jour? Et si tu te sens dispersé, si tu te sens désaligné, rappelle-toi que tu peux choisir à chaque instant de revenir dans ton axe. C'est un art et comme tout art, ça se cultive. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu auras appris plein de choses et que surtout, tu pourras reprendre le contrôle de ton énergie. Bye.